Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Psy Pratique qui aura aujourd'hui pour sujet « Pourquoi je dois payer mon psy ?» C'est une excellente question que m'a récemment posée un ami et à laquelle je vais tâcher de répondre en 3 points. Quelle fonction a l'argent entre le psy et vous? Qu'est-ce qui ne se paie pas? Et troisièmement, pourquoi est-il important de payer un rendez-vous qui a été raté ou oublié? Payer est dans un premier temps ce qui distingue le professionnel de l'ami ou du proche. Alors cette première distinction, somme toute assez simple, est pourtant très importante. Parce que c'est qu'entamer un travail avec un psy, quel qu'il soit, ne revient pas, comme je l'entends souvent dire, de simplement parler avec quelqu'un. L'argent fait fonction de tiers dans le transfert. Payer la personne qui va nous écouter assure un rapport sain et non assujetti à elle. Nous payons pour parler à quelqu'un de compétent qui est soumis à un code de déontologie, qui est tenu au secret professionnel et qui ne portera pas de jugement. Sans parler de toutes les compétences qui font de lui un professionnel de la psyché capable de déterminer les mécanismes sous-jacents de votre personnalité. Le thérapeute n'est ni charitable ni aimant, du moins il ne doit pas l'être. Il est certainement empathique, sensible à votre douleur, mais pas tous, mais il met son savoir technique et expert à disponibilité de votre demande de sujet. En ce sens, vous n'êtes pas des assistés. Alors que l'analysant est face à un autre supposé savoir, il s'installe dans cette relation une dissymétrie. Le paiement de la séance vient inverser la relation factice de dépendance, l'analyste aussi attend quelque chose de son patient qui le lui donne, et on casse ainsi la relation dissymétrique. Et symboliquement, vous n'êtes plus débiteur de votre thérapeute, vous ne lui êtes donc plus redevable. L'argent est aussi et surtout un signifiant, c'est-à-dire une chose porteuse de sens. Lacan parle même d'un signifiant maître. En ce qui concerne le paiement, l'argent et sa transaction ont une part symbolique de premier choix. En effet, dans ma pratique, je constate que rares sont les patients qui s'acquittent de leurs dettes sur les mêmes modes qu'un autre, sur les premières séances du moins. Entre ceux qui payent en liquide, ceux qui payent en chèque, ceux qui payent toujours en début de séance, ceux qui veulent payer des séances en avance, ceux qui veulent payer au bout d'un certain nombre de séances, ceux qui oublient et ceux qui oublient systématiquement, comme le dit Patrick Avran dans sa petite psychanalyse de l'argent, il y a des mutiques et des avares, des prodigues et des bavards. Ce que nous faisons de l'argent comme ce qu'il fait de nous rend compte du désir qui nous anime. Pour d'autres, comme Elsa Godard, l'argent c'est l'irruption du principe de réalité dans un espace où se dit l'inconscient, donc le fantasme. Et cette part de réalité est justement nécessaire pour ramener un lien réalisé entre deux protagonistes pris dans une projection fantasmatique différente. Si vous avez déjà entamé un travail avec un psy, il y a fort à parier que vous ayez pu aborder la question de la dette et du fait que dans la vie, tout se paye. Chaque acte, chaque décision, chaque chose que vous faites dans la vie a un coût qui se paye, et je ne parle pas d'argent. En quoi est-ce que faire un travail sur soi, tendre vers un mieux-être, devrait vous dispenser d'une perte? Si vous vous demandez pourquoi vous devez payer votre psy, vous vous demandez l'air de rien, pourquoi mettre de l'argent dans du bien-être non palpable? Et ce qui m'étonne, c'est comment est-ce que la question de l'argent, avec quelqu'un qui doit logiquement vous amener vers un mieux-être, est problématique, alors que la question de l'argent se fait plus discrète, voire inexistante pour des choses qui vous sont au mieux inutiles, au pire vous sont négatives. Je ne donnerai pas d'exemple. Donc, est-ce que le bien-être est un dû? Non, rien ne vous le garantit. Et est-ce que vous n'avez rien à y investir de personnel? Eh ben si, justement. Tout à l'heure, nous parlions de l'argent comme signifiant symbolique. Il représente donc, parmi bien d'autres choses, ce dont vous allez devoir vous délester pendant vos séances. Sauf que, tout symptôme, aussi désagréable soit-il, contient une part de bénéfice secondaire, c'est-à-dire une part agréable dont il est finalement difficile de se défaire. Mais comme le dit l'adage, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut choisir. C'est soit l'un, soit l'autre. Il s'agit là d'accepter notre condition d'être humain. Nous sommes libres de choisir, mais pas de tout choisir. Et c'est ici que je place les forums, les sites et les prêts à l'emploi de la psychologie. Parce que sur Internet, vous trouvez ce que vous voulez sur la psychologie, mais vraiment tout ce qui vous chante. Mais la gratuité va se payer autrement. Tout ce que vous ne voulez pas voir, pas entendre sur votre vie ou vos symptômes, vous y serez toujours aveugle et sourd. Aucun article ne vous portera d'empathie, ne prendra en compte votre structure de personnalité, ni ne respectera vos mécanismes de défense. Aucun commentaire de forum, si bienveillant soit-il, ne pourra vous faire tendre vers une autonomie psychique.
Pour être autonome psychiquement, il faut savoir s'acquitter de sa dette, et je ne parle pas d'argent. Face au psy, le sujet est au centre du travail psychique et il doit donc passer par une phase d'endossement de sa responsabilité. L'argent vient donc continuer à symboliser au sujet qu'il paye sa dette réelle, imaginaire et symbolique dans tous les choix de sa vie. Cette question de ne pas avoir à payer nos dettes est clairement la résultante de la non-acceptation de notre condition d'adulte avec la nostalgie d'une position infantile où justement les dettes sont payées, réparées et assumées à notre place. Ne demandez pas à votre thérapeute d'être partie prenante de cette régression, il ne vous rendrait aucun service. À l'instant, je vous parlais du caractère infantile de ne pas s'acquitter de sa dette, donc payer une séance qui n'a pas été annulée, ou seulement au dernier moment, et la possibilité d'assumer le coût de cet oubli, du cadre partagé avec un autre, et ainsi prendre la position de quelqu'un qui assume ses actes. Dernier point, et pas des moindres, les résistances au traitement. Il existe d'innombrables résistances au traitement. Pour autant, Freud, dans son texte de 1913 sur l'engagement du traitement, nous dit que quand la pratique est plus souple, les annulations occasionnelles sont si fréquentes que le médecin voit son existence matérielle mise en danger. Le pauvre. Quand on respecte cette disposition, il s'avère par contre que les empêchements fortuits ne se représentent plus. Ces conceptions issues des travaux de Freud peuvent bien sûr être prises pour des interprétations fantaisistes, vénales et infondées de la part de ce bon vieux Sigmund. Toujours est-il que dans ma pratique professionnelle, avec un cadre de séance ne rémunérant pas les oublis, j'avais affaire à 4 à 5 oublis par semaine. Depuis que le cadre de mes séances a changé et qu'il est demandé à mes patients d'honorer ce type de déconvenus, j'enregistre seulement 2 rendez-vous ratés par mois. Donc je veux bien faire du bon boulot avec mes patients, mais de là à significativement baisser leur propension à être malade ou à influer sur le trafic routier, je pense plutôt qu'il n'est pas toujours facile de faire un travail sur soi et que ça se paye. Ce premier numéro de Psypratique est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre des pouces bleus. Lâchez tous les commentaires que vous voulez si vous avez des questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à partager la chaîne, mais aussi cet épisode, ou cet épisode, mais aussi la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres questions que l'on peut poser à son psy.